Est-ce que Rexel est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste de la distribution de matériel électrique français. On est sur un cours de l'action qui est revenu au plus haut. Donc le plus haut, c'était le dernier, c'était en mai 2024. On est venu quasiment recoller à ce niveau-là. Est-ce que la croissance du cours va se poursuivre? C'est ce qu'on va essayer d'estimer ensemble. Ce qui est beau quand même, c'est que c'est une tendance depuis en tout cas 2020 assez régulière de hausse. Donc ça montre que le dossier est plutôt qualitatif et pas trop volatile. Donc intéressant. Niveau croissance du chiffre d'affaires, on est sur une médiane de croissance de 1,3%, plutôt faible, hein. Donc on a eu ici une forte hausse, mais là je pense que c'est plutôt un effet inflation, donc plutôt un effet prix, plus qu'un effet volume, parce que bon, c'est un marché qui est quand même assez mature, donc il n'y a pas s'attendre à des croissances très élevées en volume. Donc là, plutôt un effet prix à mon avis. Il y a aussi des acquisitions qui viennent soutenir cette croissance externe, cette croissance globale, donc croissance externe pour soutenir la croissance globale. On est à 6,9 milliards d'acquisitions en 10 ans. Bon, ça représente quand même, une énorme proportion de la capitalisation boursière, hein. Donc ça nous indique que la société, en fait, pour faire de la croissance, elle fait énormément d'acquisitions. On n'a pas une énorme, je pense qu'on n'a pas une énorme, valorisation des capitaux propres, hein, puisque là, les acquisitions, on est à 1,5 quand même. Bon, on quand même, ça représente une bonne proportion des de la capitalisation boursière. Je pense qu'il y a eu peut-être il faut regarder s'il y a eu des dépréciations des écarts d'acquisition pour voir si, toutes les acquisitions ont délivré ce qui était, promis quand l'acquisition a été faite, et si c'est pas le cas, il faut faire des dépréciations. Bon, tout ça pour dire que on est quand même assez dépendant de la compétence du management en fusion-acquisition, hein, maintenant sur Excel. Donc il faut regarder le track record de toutes les acquisitions pour voir s'ils sont bons là-dedans ou pas. Bon, il y a toujours un peu de croissance, ça semble repartir un peu, réaccélérer, hein, depuis, la forte décrue de juin, enfin la décrue en tout cas de juin 2024. Là, on est en réaccélération. Donc là, c'est plutôt positif, hein, 2,2% à juin 2025 en rythme annualisé, plutôt pas mal. On regarde les taux de croissance. Donc à mon avis, ça, c'est exceptionnel, hein. Il ne faut pas en tenir compte, ce taux de marge qui a fortement monté. Il y a un effet, prix, hein, complètement, un effet inflation. La société avait du pricing power, mais temporairement, je pense, ça s'est depuis rattrapé, elle est revenue sur sa médiane. La médiane, elle est au-dessus de on est au-dessus de ce qui du taux de marge brut d'il y a 10 ans. Maintenant, on est quasiment à 25. Bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Ce qui est plus intéressant, c'est le taux de marge d'EBITDA pour cette entreprise. Bon, on revient sur la médiane. On est plutôt stable, donc on a une amélioration marginale des opérations, on va dire, en 10 ans. Rien d'exceptionnel. Et sur le taux de marge nette, ça s'est quand même bien amélioré depuis 10 ans, hein. On a réussi à quadrupler quasiment le taux de marge nette, donc excellent. Ici, évidemment, il y a encore de l'exceptionnel. Je pense que ça ne représente pas la réalité de la rentabilité de l'entreprise. Niveau free cash flow, est-ce qu'on est sur, des free cash flow plus élevés? Donc on n'a pas la publication de tableau de flux de trésorerie apparemment dans le logiciel. Bon, en tout cas, on voit qu'on est quand même, assez systématiquement au-dessus du taux de marge net en termes de taux de marge de free cash flow. Donc c'est une entreprise plutôt mature, hein, secteur d'activité mature, donc on n'a pas besoin de réinjecter le cash, qu'on dégage dans les activités pour faire de la croissance, en CapEx par exemple. Là, on a des free cash flow qui permettent ensuite de rémunérer l'actionnaire, faire des rachats d'actions et cetera, donc c'est plutôt bien. On est proche du seuil de rentabilité quand même, donc attention. Et pour ce genre d'entreprise, quand on fait de la distribution, c'est un peu comme la grande distribution d'ailleurs, il faut regarder la rotation d'actifs, quelle est la trajectoire de cette rotation d'actifs. Donc là, elle est en hausse, à part l'exception ici, mais donc rotation d'actifs en hausse, c'est bien, même si les marges sont faibles, ça veut dire qu'on augmente quand même le résultat net, hein. Pour une unité, vous avez une faible marge, mais si vous vendez plus d'unités, bah, vous avez plus de résultat net mécaniquement. Dans Quand on regarde la rotation d'actifs, il faut surtout regarder pour les distributeurs la rotation des stocks évidemment. Donc c'est inventory turnover, hop, on est sur, ouais, plutôt une stabilité, voire une légère augmentation depuis, depuis 2024, ça s'améliore, mais avant on avait une meilleure rotation des stocks, hein. Donc bon, ça fait pas tout, hein, ça fait pas tout. Il y a aussi, l'utilisation, des machines et cetera. Je ne connais pas assez bien le business pour savoir quels sont tous les actifs qui sont employés, mais ce qui est encourageant ici, c'est que cette rotation d'actifs, elle est en hausse, même si les marges sont faibles, donc c'est pas un problème. On est sur la bonne trajectoire. Crexel, au niveau des marges, c'est plutôt convenablement géré, hein. Allez, ensuite, on va regarder le la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow qui sont bien plus élevés que les bénéfices nets. On va regarder la variation du besoin en fonds de roulement, enfin non, le besoin en fonds de roulement lui-même, il est quand même positif. Pour un distributeur, c'est moins bien, hein. Il faudrait quand même qu'on soit à BFR négatif, mais ils le sont pas, hein. Et d'ailleurs, ça a l'air de se dégrader
pour Excel, du coup, si on regarde la variation du BFR, on est sur une variation du BFR de 4 milliards cumulés sur 10 ans. Ça s'est bien dégradé à partir de 2022, le coût des stocks possiblement, mais aussi peut-être, en fait, les délais de paiement, hein. Donc le BFR, c'est impacté par, le délai de paiement des clients, à quelle échéance ils vous payent, le délai de paiement des fournisseurs, à quel moment vous devez payer vos fournisseurs et aussi, la quantité des stocks que vous devez accumuler. Bon, ce qui est bien, c'est que cette variation du BFR, elle se stabilise depuis, septembre 2024. Il faudrait qu'elle commence à descendre, hein, et qu'on ait des variations négatives du BFR. Ça serait plus, intéressant. Quand vous avez un BFR négatif, ça veut dire que les opérations sont financées par vos clients, donc vous n'avez pas vous-même besoin d'injecter du cash pour faire, tourner les opérations, donc c'est un avantage indéniable. Ici, c'est pas le cas. Au niveau des dépenses en capital, face aux dépréciations amortissements, on a 7,6 milliards de dépréciation amortissement, 4,6 milliards de dépenses en capital et on a 5,5 milliards de other non-cash items. Donc là-dedans, ça c'est la dépense non cash. Possiblement, il y a les dépréciations des écarts d'acquisition. Il faudra y voir plus en détail dans le tableau de trésorerie de ce dont il s'agit. Mais en tout cas, ça nous explique que là, vous avez la différence de pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Tout simplement qu'on dépense moins en capital qu'avant. Est-ce que ça a du sens? Vu que l'activité a l'air mature, il n'y a pas besoin, à mon avis, de continuer à faire la dépense en capital. Et plutôt, il vaut mieux faire des acquisitions en réalité pour faire de la croissance, hein, surtout dans les activités de service où ce qui compte, ça va être le maillage du territoire. Donc, il faut mailler le territoire. Donc, le terrain de jeu est international, hein, maintenant pour Excel. Donc, ils doivent racheter des entreprises à droite à gauche, en Europe, aussi dans le monde, pour pouvoir étendre leur réseau de distribution. Donc, c'est voilà, à mon avis, une des explications de pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. À choisir entre les bénéfices nets et les free cash flow, il devra mieux utiliser les free cash flow. Ça représente une manière plus fidèle parce que gagne l'entreprise en réalité. Ensuite, on va aller regarder le rendement des capitaux investis. Alors, on a une médiane de 7. Je ne connais pas de l'intensité capitalistique de cette activité. J'aurais tendance à dire que c'est pas très intensif en capital, de la distribution. Donc, une rentabilité de 7, une rentabilité opérationnelle de 7 sur une entreprise pas intensive en capital, c'est convenable, mais c'est pas exceptionnel, hein. Donc, il faudrait regarder quelle est l'intensité capitalistique. Ici, ça c'est, on va dire, c'est l'exceptionnel également. Voilà, je pense qu'il vaut mieux se fier à la médiane qui correspond à la rentabilité, structurelle de l'actif économique de l'entreprise. On est à 7. Bon, c'est convenable, hein, c'est pas exceptionnel, c'est convenable, mais c'est bien au-dessus de la croissance organique, hein. La croissance organique, en fait, elle est nulle. Donc, voilà, ça vous donne du cash, ensuite à utiliser pour se désendetter, si on est endetté, le cas échéant, pour, acheter des entreprises et pour, rémunérer l'actionnaire. Alors, si on regarde l'endettement maintenant, et là, il faut à mon avis regarder s'il n'y a pas les obligations locatives dans cet endettement. Donc, l'agrégateur, hein, j'utilise Colfin, prend en compte les loyers dans la dette parce que c'est la norme comptable IFRS 16 qui veut ça, mais en réalité, la dette, locative, les obligations locatives, c'est pas de la dette, c'est de la dépense opérationnelle. Donc il faut retraiter. Si on est à ce niveau-là d'endettement, 4 fois l'EBITDA, c'est élevé. C'est trop risqué. C'est une activité qui est quand même cyclique, mais je pense qu'en fait, en réalité, on est en dessous de ça, et c'est à cause des obligations locatives. Il faudra aller rechercher dans les rapports financiers à quel niveau on se situe. Toujours est-il qu'on est quand même endetté, hein, sur Excel, même s'il y a les obligations locatives, il y a quand même un peu de dette parce que la dette monte à chaque fois qu'on fait des acquisitions, hein. Donc on fait structurellement des acquisitions, des petites acquisitions, d'accord, mais ça fait monter la dette, hein, et c'est le cash qu'on utilise pour faire les acquisitions, eh ben, il n'est pas utilisé pour rembourser la dette non plus. Donc à surveiller quand même cet élément. Il faut trouver le vrai niveau d'endettement et voir à quel niveau l'entreprise, estime que ça devient risqué et voir si, à quel niveau la dette, le levier se situe, réellement. Bon. Au niveau de la rémunération de l'actionnaire, on va aller regarder ça. Hop, on est sur un dividende qui est en augmentation régulière depuis quelque temps. On est sur, depuis 2021 en tout cas, on est sur une augmentation régulière, sauf que non, là, le dividende a arrêté d'augmenter depuis 2023. Il représente la moitié des free cash flow, donc il est sécurisé à mon avis à ce niveau-là. On est sur un rendement actionnaire qui est à 6,5%, mais ça, c'est aussi, aidé par ces rachats d'actions. Donc là, je pense que ces rachats d'actions, ils sont en partie, ces actions rachetées sont en partie annulées. Donc ça évidemment relue l'actionnaire, c'est-à-dire que ça augmente le droit au bénéfice des actionnaires, puisqu'il y a moins d'actions en circulation. Bon,
Donc le logiciel calcule un rendement d'actionnaire à 6,6, je suis pas sûr qu'on soit à ce niveau-là, mais ça nous donne quand même un rendement du dividende qui est assez sympathique, hein. Ici on doit être à 4, quelque chose de cet ordre-là, donc voilà, une bonne petite action, à mon avis intéressant pour un rentier. Il y a pas beaucoup de volatilité. Maintenant le rendement va pas forcément augmenter beaucoup plus puisque ça mange quand même une bonne partie des free cash flow là, maintenant. Et ensuite on va regarder la valorisation. Si on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, bon, on est sur du 7,8 en médiane. Actuellement, c'est du 10,3. Donc il faudrait retraiter la dette, hein, aussi, pour voir, parce que valeur d'entreprise, je rappelle, market cap plus, dette nette. Donc si la dette nette, vous mettez les obligations locatives, votre calcul de VE sur EBITDA est faux, hein. Donc bon, plusieurs façons de regarder. On va regarder en VE sur EBITDA. Donc même s'il y a de la dette, je pense qu'on est quand même bien au-dessus de la médiane, donc je pense pas qu'il y ait de marge de sécurité. Pour moi, on n'est plus en zone value pour Excel. Si on regarde en price to free cash flow, du coup, ça tient pas compte de la dette, on est à moins de 10. Bon, donc où est la vérité? Difficile à dire parce qu'il y a quand même potentiellement beaucoup de dettes. Je pense que, voilà, ça commence à être cher payé. Donc on n'est pas à ce niveau, je pense pas qu'on soit à ce niveau-là de 10,3 parce que je suis quasiment sûr qu'il y a des obligations locatives, mais on n'est pas en zone value pour autant. Donc le marché est en train de voir la qualité du dossier, enfin ça fait longtemps, hein, le marché a compris la qualité du dossier, on va dire, à partir de 2022, surtout 2023 où ça commence à vraiment s'accélérer de manière régulière, même si parfois il y a des décrochages assez violents. Mais je pense que, voilà, le marché connaît maintenant la qualité de ce dossier. Il y a pas beaucoup de croissance. Je pense que ça peut être intéressant pour, une optique dividende. Une optique dividende et peut-être croissance à prix raisonnable, mais il y a pas beaucoup de croissance. Donc voilà, l'attrait de ce dossier, à mon avis, c'est le dividende qui est quand même bien sécurisé et le cours de l'action qui est finalement assez peu volatile. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.